La NBA en Europe. J'avais le désir de faire un long format pour revenir sur les dernières informations qui sont tombées cette semaine, avec Adam Silver notamment, avec le secrétaire général de la FIBA, M. Andreas Zalkis, avec ce projet fou, celui d'avoir une ligue indépendante de la NBA, mais avec la NBA notamment aux commandes, d'avoir une NBA en Europe. En tout cas, une compétition qui pourrait s'installer et qui n'aurait rien à voir avec la NBA qu'on connaît, les 30 franchises. C'est un rêve de longue date. On va pas se mentir, hein, ça traîne depuis des années, on se demandait ce que la NBA allait faire. Je vais vous expliquer tout ça d'abord avec une forme de contexte et essayer de répondre à différentes questions. Vous faire une vraie présentation pour que vous puissiez avoir tous les éléments en tête et que évidemment vous puissiez les compléter à la fois dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux en nous envoyant vos propres takes ou ce que vous savez. Moi je vous donne juste ce qu'on a comme info, comme source, comme droite, comme gauche au moment où on parle. Et ensuite évidemment ça va évoluer puisque c'est un projet en construction. Du coup en effet, zoom sur le divin chauve. Pas Alexinator mais monsieur Adam Silver. C'est donc cette semaine que le rêve est devenu un peu réalité. C'est un rêve qui traînait depuis des années. On a Adam Silver et Andreas Zalkis. Adam Silver, patron de la NBA. Andreas Zalkis, secrétaire général de la FIBA, qui ont annoncé que le projet d'une collaboration pour NBA en Europe était sur de très bons rails. Voilà. On y va, il n'y a pas d'arrêté. Maintenant, on n'est plus dans l'ordre de la supposition. On n'est plus dans l'ordre de est-ce que this is a pipe dream. On ne sait pas si ça va avoir lieu. Si. Ça va avoir lieu. Après, on va voir comment se passe la structure, mais on y va. En tout cas, il y a la FIBA et la NBA qui ont fait « On est corda ! On va travailler ensemble pour faire ça. » Que va-t-il se passer autour de l'Euroleague? Justement, je vais y venir. D'abord, j'ai besoin de vous rappeler le contexte. Parce que le contexte, évidemment, est très important pour comprendre tout ce qui se passe. Et donc, je suis obligé de rezoomer sur notre ami Adam Silver. Adam Silver, patron de la NBA, lui, il a sa manière de faire, différente de David Stern. RIP David Stern, ancien patron de la NBA. Et donc, on avait plusieurs citations qui sortaient de Adam Silver depuis quelques années. À savoir notamment qu'il est très très fan de la Champions League, notamment en football en Europe, qu'il est très fan notamment de l'expansion de la NBA et que c'est un directeur et chef d'entreprise et que donc il doit s'assurer que la boîte fonctionne bien, à savoir la NBA, avec tout ce qui peut se passer en termes de crise économique, évolution des sports, etc. etc. Donc ça fait des années que Adam Silver regarde l'Europe et se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que c'est vrai que ça se développe pas mal cette affaire depuis la Dream Team, on a bien évolué, et on a plus qu'évolué en mode Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, bah impossible de parler du contexte sans évidemment mentionner qu'il y a une explosion des talents européens, non américains au global, en NBA. Les derniers MVP, c'est une dictature, ça s'appelle Nikola Jokic. Sinon, c'est un autre non américain, c'est Shai Gilgeous-Alexander, on va en discuter peut-être dans quelques minutes. Sinon, ça a été Giannis Antetokounmpo, on a Luka Doncic qui truste tout, et on a Victor Wembanyama qui est une superstar. En gros, c'est très simple, en ce moment, la NBA, si elle veut communiquer pour essayer d'attirer les jeunes de demain, tu ne communiques pas trop sur LeBron, Steph et KD, on va en parler dans quelques minutes, mais tu communiques sur des joueurs non américains. C'est comme ça, les classements des MVP depuis quelques années, c'est 1, 2, 3, 4 non américains. Ensuite, on débat entre Tatum, LeBron, Anthony Davis, Anthony Edwards, et patati et patata. Mais donc, et Stephen Curry. Mais donc, il faut comprendre que on est dans un mode NBA en 2025 où de plus en plus de superstars ne sont pas américaines et où donc Adam Silver observe tout ça et se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, il a continué à faire ce qu'il fait depuis des années, Adam Silver, à savoir nous donner de quoi grignoter chaque année avec des matchs notamment en Europe. On a eu des matchs d'exhibition, on a eu des passages notamment par Madrid, par Berlin, on les a vus à Londres pendant des années sur la décennie 2010, puis ensuite jusqu'à monter dans le train des Jeux Olympiques de 2024, il y a eu quelques années de matchs de NBA à Paris, avec ce point final en 2025, il y a quelques semaines, lors de la venue des Pacers et des Spurs à Paris. Donc, on a eu ça, je vous reparlerai après de Manchester, qui est donc, Manchester va accueillir des matchs très probables de saison régulière de NBA. On a eu, évidemment, la NBA qui a fait du tâton. On va se ramener et tester un petit peu, notamment l'enthousiasme des fans européens autour de ce qu'on peut proposer. Avec plus ou moins de critiques, hein, sur les prix, sur le dispositif, sur est-ce qu'on donne un petit peu des piécettes juste aux fans et puis c'est comme ça. Mais c'était notamment pour voir à quel point le business pouvait se développer en Europe et si les fans étaient chauds. La réponse, elle est positive.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon bah, si tu as envie de faire du business en Europe avec la NBA, tu peux. Regardez, nous on fait des grandes soirées avec 4500 personnes. La France et l'Espagne, ça cartonne en termes d'achat de maillots, de NBA League Pass, de NBA 2K, de tout. On est partout. Il n'y a même plus maintenant une soirée dans un stade de NBA sans qu'il y ait un fourgon de fans allemands, espagnols, français, italiens et tout ce que tu veux. Donc du coup, lorsque vous êtes dans ce contexte-là, vu que vous avez une évolution du niveau européen qui est assez évident, avec donc les garçons dont j'ai parlé là il y a quelques secondes, vous vous dites bon, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La compétition en plus elle est de plus en plus rude, et on a quand même 2-3 pépères, que vous connaissez bien, que je vais devoir vous montrer quand même, qui bientôt vont prendre leur retraite. Tout ça encore une fois c'est le contexte. C'est qu'on a Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant qui arrivent dans le dernier virage de leur carrière. On les a vus là avec Team USA cet été, ça a cartonné à Paris. Ils sont plutôt dans leur dernier hurrah. On va voir ce qui se passe avec LeBron, avec Steph, avec Kevin Durant. Mais il y a une page terrible qui va se tourner pour la NBA. C'est que 3 empereurs américains vont quitter la NBA. C'est énorme, c'est un bouleversement absolu pour eux. Il y a déjà plein de questions qui se posent sur le système de formation avec la NCAA, avec le système AAU, etc. Mais 3 joueurs élites, 3 des 15 meilleurs joueurs de tous les temps, vous débattez après, mais vont bientôt prendre leur retraite. C'est énorme. Et on ne peut pas juste rester sur les stars américaines, parce qu'il y en a qui se disent Jason Tatum, Anthony Edwards, Anthony Davis, ouais, pourquoi pas. Allez, peut-être Cooper Flag, on va essayer. Il n'y a pas le même enthousiasme. Et on l'a vu notamment au niveau de certains qui se disent ouais, bon, au niveau des audiences aux US, est-ce que j'ai envie de regarder Jokic mettre des tannés à mes joueurs américains, ou est-ce que je préfère le foot américain? Il y a tous ces débats-là. Ce qui fait que dans le contexte global, on sait que la NBA essaie de se demander comment faire. Et vous l'avez vu aussi, on est dans une ère au global dans le sport où de nouvelles ligues se créent. On a vu évidemment en foot ce que ça donnait là un petit peu avec la Kings League. On a vu évidemment le e-sport qui s'est développé. Et on a vu notamment 2 copains qui ont travaillé ensemble, la NBA et la FIBA, pour nous créer, notamment, mesdames et messieurs, vous le savez, la Basketball Africa League. C'est quand même pas rien en termes de création. Il y a quelques années, FIBA et NBA se sont serrés la poigne et ont dit bon, eh ben, c'est très bien, on va pouvoir travailler ensemble sur une ligue 100% en Afrique, avec la NBA derrière et la FIBA, mais le e-sport, pardon, je dis l'e-sport, c'est le e-sport, très bien. On a ça qui se développe. Et donc du coup, il faut prendre tout ce contexte pour comprendre d'abord du point de vue de la NBA que ça se frotte les mains. Là, je parle que de la NBA. Je vais parler après de l'Euroleague. Mais d'abord, la NBA. La NBA, ils arrivent et ils disent bon, bah, tu sais quoi? Je pense que là, c'est le moment pour commencer à toquer sérieusement à la porte de l'Europe. On n'est plus en mode Dream Team 92. Là, c'était il y a 30 ans. Donc maintenant, on va essayer de s'implanter un peu plus. Vient ensuite l'Euroleague. Alors, l'Euroleague, ce qui est sympa en termes de contexte, c'est que nous sommes avec des amis d'Euroleague qui, malheureusement, sont un petit peu en fight avec la FIBA. Pour ceux qui n'ont pas tout le contexte, l'Euroleague et la FIBA, c'est pas comme s'ils allaient passer leur lune de miel ensemble. C'est pas les relations du siècle. Voilà. Pour vous donner un petit peu un exemple de ce qui a pu se passer, est-ce que certains se souviennent notamment des histoires de fenêtres? C'est-à-dire qu'en milieu des années 2010, là en 2015-2016, il y a eu quasiment un fight, une guéguerre, parce qu'en fait, il y avait notamment des rencontres d'Euroleague qui étaient programmées sur des fenêtres de qualification pour des compétitions. Et face à ça, je suis pas content, il y a eu notamment la création de la BCL, Basketball Champions League, de la part notamment de la FIBA, pour essayer de concurrencer l'Euroleague. Donc, c'est pas comme si la FIBA et l'Euroleague étaient copains-copains. La FIBA s'entend très bien avec la NBA. L'Euroleague est implantée depuis longtemps. Et notamment quand je parle de FIBA et NBA qui s'entendent bien, c'est parce qu'ils sont capables de créer notamment la BAL, la Basketball Africa League, qu'ils ont lancée récemment et qui démarre gentiment pour servir de test, notamment pour l'Europe. Les premiers rapprochements qui ont eu lieu entre la NBA et l'Euroleague n'ont pas été géniaux. Pour des raisons qui sont évidentes, et d'ailleurs je vous pose la question à vous dans le chat, ou les gens qui sont dans le commentaire, l'Euroleague est historique. L'Euroleague a ses propres codes et il y a une forme de non merci les Américains et l'hégémonie américaine qui viendrait s'installer en Europe. Je crois que c'est un des trucs que je lis le plus et je vous laisse me le dire en commentaire. Je crois que c'est le truc que je lis le plus et que je vois le plus quand les gens qui sont notamment très appréciatifs de l'Euroleague ou du basket européen disent lorsqu'ils voient la NBA approcher, c'est merci les ricains, mais je crois que ça va, non merci, continuez avec votre basket, tout roule. Merci, ça va, mais on va faire sans. Voilà. Vous pouvez continuer à vous foutre de notre gueule, mais nous, en tout cas, c'est sûr et certain, on va continuer avec notre système. Donc, entre la NBA et l'Euroleague,
c'est pas non plus une histoire d'amour exceptionnelle. Ce qui fait notamment qu'on a pu voir Adam Silver là débarquer et dire super, et si on lançait une compétition hein, pour aller concurrencer l'Euroleague? Comme ça, ils n'auront pas le choix. On va créer la NBA Europe, on va prendre les meilleures équipes européennes, et vous allez faire quoi hein? Avec nos millions de dollars, on va pouvoir montrer comment ça se passe. Donc d'un côté, vous avez l'Euroleague qui n'a pas envie que les Américains viennent et inondent et mangent le marché européen. D'un côté, il y a la NBA qui dit mais moi j'adore le marché européen, j'aimerais bien quand même m'implanter dedans et avoir notre propre NBA en Europe. Sauf que vous avez évidemment un élément qui est important, et là je suis obligé de le mentionner, c'est le pognon. Alors, lorsqu'on parle de finance, il y a plusieurs choses à avoir en tête. C'est que la NBA, tout se passe bien. On va pas se mentir, la NBA, en termes de finance, je pense qu'ils peuvent discuter avec Apple, Disney, là, Amazon et les plus grandes boîtes du monde. L'Euroleague, c'est un modèle qui tient, qui fonctionne, qui se développe, mais qui n'atteindra jamais la superpuissance de la NBA. C'est pas de l'américanisme profond que je fais, c'est savoir lire des chiffres, littéralement. C'est que si on parle uniquement de fric, je parle pas de sport, si on parle uniquement de fric, qui parle avec la NBA d'un point de vue même, j'ai envie de dire, sportif? On peut sortir du basket, hein. Si vous voulez, vous pouvez parler Première Ligue, Super Bowl, tout ce que vous voulez, la NBA, ils les regardent et ils font « y'a quoi ?» Parce que la NBA, c'est une des superpuissances mondiales en termes de développement marketing et financier dans le sport. C'est comme ça. Ils sont trop forts. La Formule 1, tout à fait, qui développe très bien, NFL aussi. Mais vous voyez, on est quand même tout en haut du panier, quoi. Il y a la F1 qui discute avec la NBA, il y a la Champions League, peut-être la Première Ligue, mais sinon, voilà, quoi. C'est trop compliqué. Et donc, du coup, vous avez la NBA qui se dit bah attends, nous, on a tous les moyens nécessaires. On sait qu'on aura tous les partenaires qui voudront se mettre avec nous. C'est-à-dire que si tu as des partenaires aujourd'hui qui se disent oh, mais attends, mais on sait pas trop pour la diffusion de l'Euroleague, sur quelle chaîne, sur quelle TV, comment ça se passe au niveau des droits. Par contre, la NBA qui s'en en Europe, ah ouais, moi je veux. T'es une marque un peu puissante et t'as envie de t'implanter avec la NBA dans le cœur de certains fans, potentiellement, attention, je prends des guillemets, parce qu'on va des pincettes, parce qu'on va en reparler après de l'aspect fan. C'est vrai que la NBA est une super puissance. Alors que l'Euroleague, derrière, c'est pas aussi puissant, c'est normal. Et donc vous avez des clubs, notamment d'Euroleague, qui se posent la question et qui sont en mesure de se dire moi je suis propriétaire de club et j'ai envie de faire du profit, l'argent, comme certains le mettaient dans le chat, j'ai envie de faire du profit, j'ai envie de m'assurer qu'on soit dans le très très positif, donc il y a la NBA qui débarque avec des pétrodollars, des trucs de malade dans tous les sens, et si je travaille avec eux, pourquoi pas, mais désolé l'Euroleague, ciao bye. Et c'est là que ça peut poser problème, parce que on est quand même sur une Euroleague qui est historique et on n'a pas envie de toucher à tous ces éléments d'émotion qui sont liés aux fans, aux villes, à tout ce qui a été créé en termes de COP, en termes d'identité. Mais donc, un des éléments qui a fait basculer la NBA notamment dans ce projet autour de l'Europe, c'est qu'il y a commencé à avoir des certitudes sur le fait de pouvoir générer jusqu'à 3 milliards de dollars à peu près par an avec une future NBA Europe. C'est-à-dire une compétition, purement une ligue complètement indépendante, NBA en Europe. À partir du moment où il y a ce genre de sous qui peuvent rentrer, avec des dispersions d'argent à droite à gauche entre actionnaires majoritaires et minoritaires, du coup ça intéresse forcément la NBA de s'implanter en Europe. Quand je vous parle de finance, c'est impossible de parler de tout ça sans parler évidemment des choses qui se sont dirigées ces dernières années, à savoir le rapprochement entre le basketball et le Moyen-Orient. Vous l'avez vu, la NBA à Abu Dhabi, on les a vus de plus en plus se diriger vers là. On a des matchs de pré-saison qui sont à Abu Dhabi. On a aussi le Qatar, si je dis pas de conneries, qui accueillera, mesdames et messieurs, la Coupe du Monde de basket en 2027. Ça, ce sont deux exemples. Je peux vous en sortir un autre. C'est que rien que l'Euroleague, le Final Four de cette année, il aura lieu à Abu Dhabi. Donc, vous avez un rapprochement. Et on va pas se mentir, c'est pas pour la culture du basket là-bas. Grand respect pour les fans de sport, évidemment, qu'ils soient Qatar, Abu Dhabi, Dubaï et ne sais-je. D'ailleurs, il y a une équipe de Dubaï qui pourrait rejoindre par la suite l'Euroleague. Mais donc, c'est avant tout financier. Parce que là-bas, il y a des capacités financières qui sont énormes. Donc, côté Euroleague, tu as envie de tenir, d'avoir encore plus de sponsors et de partenaires pour te dire non, on n'a pas forcément besoin de la NBA. Regardez, on se développe bien avec une équipe à Dubaï qui va pouvoir nous rejoindre, avec le Final Four qui va avoir lieu à Abu Dhabi, avec d'autres partenaires. Mais est-ce que tu tiens vraiment le regard avec la NBA qui peut débarquer et dire ok, maintenant ça suffit, on va créer carrément des équipes qui vont avoir toute notre puissance médiatique et financière et on va vous marcher dessus? Ça peut être hyper envahissant.
Mais c'est là qu'il peut y avoir en effet un petit peu un conflit. Donc, lorsque vous regardez au global cette situation, même avec le rapprochement dont on parle là au Moyen-Orient, c'est dans ce contexte qu'on a donc eu lieu la conférence, qu'on a vu la conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi. À votre droite, monsieur Adam Silver, boss de la NBA. À votre gauche, Andreas Zalkis. C'était après une réunion avec le board des gouverneurs de la NBA, parce que notamment, pour ceux qui ne le savent pas, il faut valider via un vote tous ces beaux projets, avec notamment un vote juste à simple majorité, c'est-à-dire il y a 30 propriétaires, il en faut 16 qui soient en accord avec ce qui se passe. Et donc, ça nous mène aux éléments qu'on connaît sur ce à quoi pourrait ressembler cette NBA Europe. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le basket. Mais j'étais obligé de vous faire un contexte global pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que sinon, on n'a qu'à juste se transmettre des liens. Petite lampée et j'enchaîne puisque je vous laisse évidemment sur cette magnifique image. Alors, la NBA Europe qui pourrait donc avoir lieu dans quelques années. Attention, ça c'est pas pour maintenant, hein. Ça je vais y revenir en termes de date. On parle beaucoup plus de 2027 et 2028 que 2026, même s'il y a eu des rumeurs, mais 2026 ça semble trop tôt. On parle plutôt de 2027 et 2028. On est donc sur la création d'une ligue distincte de la NBA. Il y a la NBA qui est aux États-Unis et il y aura NBA Europe qui est en Europe. Le système de la ligue en NBA, c'est une ligue qui est fermée. Comme vous le savez, il y a 30 franchises en NBA, il n'y a pas de relégation. Prenons un exemple au hasard. Les Wizards ou les 15 dernières années, les Pistons. Vous avez beau enchaîner 17 saisons de merde en étant 30e que vous revenez tous les ans. T'es propriétaire dans la NBA, t'es propriétaire, hop, c'est bon. Tu reviens tous les ans. Hop, tu repasses par la case départ, prenez 20 000 € et c'est reparti. Donc, ça c'est le système de NBA. Le système qui aurait lieu là pour NBA Europe, ce serait une ligue semi-ouverte. C'est-à-dire que, à la différence de la NBA qui est donc totalement refermée, là on aurait 16 équipes avec 12 équipes sûres et certaines, 12 équipes fixes, et 4 équipes sur les 16 qui seraient justement jouées en fonction des résultats, que ce soit en championnat national, à confirmer, ou dans d'autres compétitions, type la Basketball Champions League, qui est donc plutôt propriété de la FIBA. Par rapport évidemment à l'Eurocup et l'Euroleague, qui appartiennent donc à l'Euroleague. Et donc du coup, vous pouvez avoir un système qui est, pour reprendre les termes d'Adam Silver, le meilleur des deux mondes, comme il l'a exprimé cette semaine, qui est de dire, bon bah tiens, on va prendre 12 équipes fixes, on va en avoir 4 qui vont se décider par rapport à ce qui se passe, et ça pourrait être un truc très chouette. Grosso merdo, une Euroleague bis, puisque pour ceux qui connaissent évidemment l'Euroleague, en fonction des résultats que tu as en Eurocup, si tu es finaliste, tu peux te qualifier l'année suivante, et puis il y en a qui peuvent aussi avoir leur invitation. Donc en gros c'est dire, ok l'Euroleague, c'est super, c'est génial, vous ne souhaitez pas qu'on travaille ensemble? Alors ce que je vous propose, c'est qu'on inonde le marché, et puis on va faire une autre compétition à la place, et puis on va voir justement qui se ramène dans quel stade. Ce qui est un jeu très dangereux, attention. Parce que croire qu'il y a des gens qui sont fans depuis une éternité des équipes les plus puissantes d'Europe vont soudainement se ramener dans d'autres stades, c'est pas une certitude. Attention. Mais en gros, il y a un peu ce challenge de créer une Euroleague bis. Le souhait de la NBA, en tout cas dans ce qui est rapporté là, c'est de garder le système pyramidal qui existe en Europe. Le système pyramidal, c'est très simple. Tu as le championnat local de base, championnat de France, championnat d'Espagne, machin. Et ensuite, tu as d'autres compétitions. Donc notamment celles qu'on connaît, hein, Basketball Champions League, Euroleague, etc. Et donc au-dessus, tu aurais la NBA Europe. Donc en gros, championnat national, Basketball Champions League, NBA Europe, ce serait donc championnat national. En fonction de tes résultats, ce qui se passe en BCL. Et en BCL, du coup, tu peux peut-être avoir ta place dans la NBA Europe. C'est un format pyramidal qui pourrait être repris par la NBA. Comme un peu l'Euroleague le fait, comme je disais, là, avec l'Eurocup, avec des finalistes qui sont qualifiés l'année suivante, si je dis pas de bêtises. En termes de format de jeu, la NBA, on le sait, a des cartons de 12 minutes, des matchs de 48 minutes et une ligne à 3 points selon Damien Lillard à 13,50 m. Là, on aurait plus des règles européennes qui seraient respectées avec match de 40 minutes, donc 4 cartons de 10 minutes, et une ligne à 3 points à 6,75 m. Donc en gros, respectons les schémas et les codes européens, parce qu'on va pas débarquer avec notre grosse NBA et dire oh non, notre parquet il est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. En Europe, dès qu'on est tout petit, on est sur des matchs de 10 minutes, on est sur des ballons, tel type de ballon, avec tel partenaire, on est sur une ligne à 3 points qui est à telle distance, donc on va pas tout fracasser.
Donc les histoires de goaltending, tout ça, comme vous connaissez, dès que les Américains essayent de débarquer en Europe, il va falloir s'y faire. Il y aura probablement un salary cap, qu'on connaît très bien, nous en NBA, hein, qui est appliqué à toutes les franchises, pour éviter un peu une situation qu'il peut y avoir dans d'autres compétitions, comme par exemple la Première Ligue ou dans d'autres compétitions sportives, où tu peux avoir les plus riches qui du coup décident comment ça va se passer. C'est ça un petit peu le jeu qui va avoir lieu sur les prochaines années à surveiller avec cette NBA Europe, c'est que l'idée serait d'avoir certains éléments propres à la NBA, comme le salary cap, et certains éléments propres à l'Europe, donc le meilleur des deux mondes. C'est un petit peu le hashtag meilleur des deux mondes là qu'on va ressortir souvent avec Adam Silver, avec des matchs de 40 minutes, une ligne à 3 points à 6,75 m. Comme je vous le disais, les estimations, c'est que cette NBA Europe pourrait générer 3 milliards de dollars, d'où le projet, et on serait plutôt sur des timings à 2027, voire 2028. Je pense que ça a plus une gueule de 2027. Obligé de vous rappeler évidemment le contexte global de la NBA, c'est que la NBA aussi, elle est en expansion en interne. La NBA, celle qui est aux États-Unis, c'est qu'on l'a vu, les accords médiatiques, ils ont été signés avec les partenaires TV, les partenaires tout, on parle de 75 milliards de dollars. C'est bon, c'est fait, oui. On vient d'avoir Adam Silver qui nous a dit on va acter la vente des Celtics là, pour 6 milliards là, qui a été vendu récemment par Vic Grousbeck et ses collègues. Une fois que ça c'est fait, on peut se pencher sur Seattle, Las Vegas. Grosso merdo. Hein, on verra après s'il y a d'autres franchises, mais pour le moment Seattle, Las Vegas. Donc le cahier des charges de Adam Silver, il est bien chargé. Oui, certes, les Pistons c'est super et les playoffs c'est vachement bien et bravo les soirées avec Sébastien avec la NBA, mais on a besoin de passer à 32 équipes en NBA et aussi d'avoir une ligue en Europe. Malheureusement, je sais que ça peut déplaire à certains, mais c'est un chef d'entreprise, Adam Silver, qui doit s'assurer que la NBA continue de s'expandre worldwide. Ensuite, ce sera l'Asie. Ensuite, ce sera machin. Et peut-être avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, c'est l'idée. Maintenant, il est question d'équipe. Et là, je vais pouvoir basculer justement sur les équipes dont il est question. Parce que en Euroleague, vous avez plusieurs équipes qui sont évidemment actionnaires. Il y a 13 clubs qui sont actionnaires de l'Euroleague, si je dis pas de bêtises. Mais la NBA veut justement dire attends, mais nous on veut pas juste créer des clubs de toutes pièces, on aimerait bien aussi avoir des clubs qui sont historiques. Et il y a 4 équipes, dont j'ai besoin de vous parler maintenant, qui pourraient potentiellement faire cette bascule. C'est-à-dire la bascule rapidement de l'Euroleague à la NBA Europe. Sortir de ce système qui existe depuis longtemps d'Euroleague et dire attends parce qu'il y a la NBA là ça a l'air intéressant, je vais juste parler avec Adam Silver. Notamment Barça, Fenerbahçe, Real Madrid et l'Asvel. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, toute la question elle concerne ces 4 équipes. L'équipe qu'il faut avoir en tête, le plus pour moi, c'est le Real. Pourquoi? Parce que le Real, comme notamment les 4 équipes qui sont là, c'est à confirmer, et je crois que le boss de l'Euroleague n'a pas voulu le confirmer, mais ces 4 équipes là, elles sont certes actionnaires comme les 13 autres, enfin comme les 9 autres parce qu'ils sont 13 de l'Euroleague, mais ils n'ont pas eux les 4 prolongés avec IMG qui est en gros, je vous la fais en gros, hein, mais IMG c'est l'agence digitale et marketing qui bosse avec l'Euroleague pour tout ce qui est droit de diffusion, marketing, toute la gestion des droits, etc. Donc ces 4 équipes, elles ont 1 an pour prolonger. Si elles décident de ne pas prolonger, peut-être qu'elles vont basculer. Et c'est là que je vous mets le visage de ce monsieur que vous allez certainement reconnaître dans quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai supprimé un truc? Non, c'est bon. Je crois que certains se connaissent bien cette tête. Le prénom c'est Florentino et le nom de famille c'est Pérez. Vous le connaissez à la tête du Real. Le Real c'est pas que le foot, le Real c'est le foot et également le basketball. Hein, ce bon vieux Pérez, le P exactement comme on me dit. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que évidemment on le voit souvent avec le Real Madrid football, mais il y a aussi baloncesto, le basketball. Il est président aussi du Real au niveau du basket. Et donc pourquoi je vous parle de ça, c'est que la situation entre Florentino Pérez et l'Euroleague, c'est pas génial. Il s'était d'ailleurs un petit peu opposé à cette décision de vouloir avoir le Final Four, si je dis pas de bêtises, à Abu Dhabi là, en 2025. Et donc, si ça se trouve, parmi les 4 équipes dont je vous ai parlé là, que je vous remets sous les yeux, si je fais pas le bolos, tout à fait, vous pouvez avoir une situation où le Real dit ok l'Euroleague super, allez merci, ciao bye, on lance le mouvement direction NBA Europe. Si c'est le cas, c'est risqué hein, mais si c'est le cas, ça peut créer un effet cascade. Pourquoi? Parce que derrière, on l'a entendu, monsieur Tony Parker avec l'Asvel, il l'a dit, lui c'est crystal clear, il en a parlé publiquement, il a dit moi franchement avec l'Asvel, si la NBA est sur un projet, je suis dedans, nous on sera chaud, c'est parti, on y va, businessman.
il a envie de... On peut critiquer tout ce qu'on veut, etc. Mais en tout cas, ça partirait plutôt sur un travail avec la NBA Europe. Même s'il y a le souhait logique de Tony Parker et de plein d'acteurs là-dedans de vouloir que tout le monde travaille ensemble, c'est-à-dire pas juste NBA FIBA d'un côté et Euroleague de l'autre, pourquoi ne pas travailler tous ensemble? Et pour ça, le problème, c'est que ce serait sous le diktat de la NBA, donc ça en emmerde certains. Mais donc, il pourrait y avoir une bascule. Si vous avez le Real qui bascule, il pourrait y avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que derrière, ça pourrait être le Barça, derrière, ça pourrait être Fenerbahçe, et derrière, ça pourrait être l'Asvel. C'est pour ça que c'est à surveiller de très très près, notamment monsieur Florentino Pérez, que vous connaissez bien, que je vous remontrerai ici tout de suite, qui pourrait dire ouais bah ouais, tu sais quoi, bon, tout va bien au foot, mais au basket, je sens qu'on pourrait faire un petit peu plus de marge. Il a l'air sympa le divin chauve. Je vais travailler avec Adam Silver, c'est l'air plutôt cool. Comme j'ai dit, Tony Parker et Lasvel, ils sont également prêts à se joindre, en tout cas il s'est exprimé favorablement. Et vous avez le désir de la NBA, évidemment dans ses désirs les plus fous, d'avoir un grand club dans toutes les grandes villes de basket. Ça peut être des capitales, c'est pas obligé d'être des capitales. C'est-à-dire que vous allez avoir évidemment du Istanbul, du Athènes, du Paris, soit du Munich, soit du Berlin, Londres, Barça au Real, Rome ou d'autres coins. Je vous laisse en balancer évidemment dans les commentaires. Voilà, dès qu'on penche un peu plus à l'est, il y aura peut-être des gros blocs comme on a pu le voir notamment avec Partizan et donc du côté de Belgrade, voir ce que ça pourrait donner. On a plusieurs villes européennes qui pourraient, elles, avoir une équipe de NBA Europe. Est-ce que ce sont des équipes existantes? Est-ce que ce ne sont pas des équipes existantes? C'est là que ça pose problème. Parce que la NBA, elle souhaite avoir un grand club dans chaque capitale. Je vous en ai dit, hein, 12 fixes plus 4 qui pourraient se battre au niveau des résultats. Et, important de le noter, je vous ai dit qu'il y avait 13 clubs qui sont actionnaires de l'Euroleague. Et certains sont actionnaires jusqu'en 2040. Hein, je crois que c'est jusqu'en 2040 qu'ils sont actionnaires en tout cas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé là est acté jusqu'en 2040. Et donc, pour sortir de l'actionnariat, là, il va falloir dépenser un sacré paquet de fric. Donc, on n'y est pas encore. Si vous avez 4 clubs comme l'Asvel, le Real, Fenerbahçe et le Barça qui se barrent d'Euroleague, et donc notamment de l'actionnariat Euroleague, il va falloir dépenser un sacré paquet de pognon parce que c'est comme ça. Et d'ailleurs, le prix d'entrée qui a un petit peu fuité pour rentrer dans NBA Europe, ce serait 500 millions l'achat d'une équipe plutôt dans l'expansion, quoi. Est-ce que c'est un prix qui est choquant? Est-ce que c'est un prix qui n'est pas choquant? En tout cas, sur du basket européen, on voit que les Celtics, c'est 6 milliards de dollars. Évidemment, c'est comme ça parce que c'est des franchises mythiques et c'est des marques les plus mythiques au monde. Hein. Les Lakers, les Celtics, les Knicks et compagnie. Les Warriors, c'est pareil. Mais là, ce serait 500 millions le prix d'entrée. Donc, il faut surveiller ces 4 équipes. À la fois le Real, mais aussi l'Asvel, mais aussi les décisions donc, de Florentino Pérez et donc de ces équipes qui pourraient vite basculer. Et moi, là où évidemment je souhaite faire un petit virage, c'est sur cette Euroleague. Comme vous le savez, nous on couvre évidemment la majeure partie du temps la NBA, on couvre aussi un petit peu du championnat français et de l'Euroleague évidemment, parce que historique, formidable, important même pour le battement de cœur du basketball dans le monde entier. En termes d'identité, de valeur, de collectif, de formation, d'ambiance de fans. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez dans un derby à Belgrade où on voit tout le temps des vidéos tous les ans, ou à Athènes, et t'as des joueurs de NBA qui débarquent et qui font waouh, même le MSG en feu, ça n'arrive pas à l'orteil de certains stades européens. La culture qui a eu lieu par exemple en Lituanie ou en Grèce, ou dans certains pays comme ça, ou dans certaines villes en termes de basket, c'est pas quelque chose que tu peux acheter. Et c'est ça, attention, un des risques que la NBA pourra encourir, c'est que l'Euroleague, elle est historique. Il y a une histoire avec les villes, avec les fans, des générations, des légendes. C'est une culture de jeu. Ça dépasse tout business plan qui peut se mettre en place, malgré tous les business plans qui sont capables de mettre en place eux en premier. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent mettre des meilleurs business plans en place que la NBA. Ça, c'est prouvé, c'est factuel, c'est même pas du favoritisme ou quoi que ce soit, c'est ce qui montre la NBA. Donc attention, parce qu'on ne peut pas acheter certaines choses. Et donc de débarquer soudainement en Europe et de vouloir potentiellement créer des clubs comme ça de toutes pièces, c'est compliqué. Et de vouloir imposer à des fans d'une équipe qui soudainement dit « Eh les fans, venez, on a quitté l'Euroleague, on va rejoindre la NBA », attention, c'est un jeu qui peut être aussi dangereux. Parce que y a peut-être des fans qui vont dire non mais vous m'emmerdez là.
vous m'emmerdez. Moi j'étais très très bien avec mes places qui étaient certes chères mais pas trop chères. Et là maintenant vous débarquez et me dites que pour aller voir moi, mon derby à Belgrade, maintenant il faut que je rajoute un 0 sur ma place. Attention. Attention aussi à ça. C'est tendu. Il y a un modèle qui certes n'est pas le modèle le plus explosif économique de la Terre en Euroleague, mais c'est un modèle qui tient. Et qui même marche. Parce qu'il y a une forme d'expansion aussi. Quand on les voit bouger vers le Moyen-Orient et ajouter notamment Dubaï prochainement. On en pense qu'on veut. Mais donc, du coup, la NBA, elle a un, comme je le mettais là, je vous remets l'image, la NBA, elle a un pouvoir financier qui est tellement énorme que c'est compréhensible que des dirigeants de clubs soient attirés. Mais attention, parce que même si le pouvoir de la NBA il est inégal en Europe, il y a des choses qui sont compliquées à obtenir et qu'on ne peut pas obtenir comme ça. Il y a des choses qui demandent du temps, qui demandent de la construction. Et donc c'est pour ça que ça va demander du temps. Que certes il y a des partenaires et des diffuseurs qui vont vouloir s'aligner, mais que ça demandera beaucoup de temps. Jusque là, on est à peu près clair. Je voulais faire une première explication. Évidemment de ce que ça donne. Et quand on voit ces ambiances, notamment en Europe, là je vous montre ici évidemment, quand on voit aux partisans, ce qui se passe au niveau des fans, quand on voit même l'explosion du Paris Basketball depuis son arrivée là, que ce soit dans les résultats et ou dans l'ambiance aussi, on a vu vraiment des trucs formidables qui ont eu lieu à l'Adidas Arena récemment, ou même à l'extérieur avec le Paris Basket. Enfin, il y a quelque chose qui se crée vraiment, sans vouloir faire de mauvaise transition avec Issalo qui est désormais le nouveau coach des Memphis Grizzlies. Bah, c'est là que il faut faire attention, côté NBA, à pas se dire oui mais c'est bon, t'inquiète, nous on arrive et puis on va te le créer, le machin truc là. Allez-y, créez des équipes, allez me chercher des mecs en bas là. Puis si on mettra les mecs qui font les fins de banc en NBA, on va les mettre en Europe et puis ils vont jouer. Ah, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la manière d'approcher le sport est différente aussi. Donc attention. Maintenant je suis obligé de sortir le P-word, qui n'est pas forcément Perez, mais qui est en 3 lettres, le PSG. Alors, Paris Basketball, PSG, qu'est-ce qui va se passer? Obligé de donner toutes les informations, pareil, pour que vous ayez tout en tête et qu'on puisse savoir un petit peu dans quoi on se dirige. Parce que je vois que ça a été un petit peu le gros sujet là de ces derniers jours, à savoir où la NBA, le PSG, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une propre équipe de basket? En plus, il y a l'histoire de déménagement du PSG, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous en donner suffisamment pour qu'on puisse alimenter la conversation et que vous puissiez en parler aussi entre vous. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est rapporté par notamment un représentant de ce groupe d'investissement. La NBA a La NBA a contacté QSI. QSI, vous allez me dire, c'est quoi? LOL, c'est Qatar Sports Investments. QSI, Qatar Sports Investments, vous n'allez pas me croire si je vous dis ils sont propriétaires de quel club? Le PSG, évidemment. Donc QSI, ils ont eu un petit coup de contact de la part notamment de la NBA en mode coucou. Je vois que vous vous débrouillez très très bien avec le Paris Saint-Germain, si on peut discuter évidemment des résultats et tout ça, mais ça vous dirait d'avoir une équipe de basket? Parce qu'on a vu un petit peu ce que vous êtes capable de faire, et notamment quand on voit votre évolution, bah, on sait aussi que vous avez une équipe de handball, PSG handball, que vous avez aussi, bah, mine de rien, une petite équipe de e-sport, notamment. Et donc on voulait savoir si vous étiez intéressé par une équipe de basketball. Vous savez le truc là où on saute et les mecs qui s'accrochent à l'arceau, c'est formidable. Ça vous tente? Et donc on a eu un rapport de la part de QSI, en tout cas une déclaration publique, qui a donc confirmé qu'il y avait eu rapprochement entre la NBA et Qatar Sports Investment et qu'il y avait un intérêt, vous pouvez le traduire comme vous le voulez, mais qu'il y a un intérêt plutôt positif de QSI sur ce projet notamment de NBA et de NBA Europe. Deux options se présentent. Il n'y en a pas 50. Deux options se présentent. La première, pour qu'il y ait un club à Paris, notamment sur cette NBA Europe, c'est un rachat du Paris Basketball. Alors, là, on va pas se mentir, on sait qu'il y a David Kahn qui est derrière le projet depuis quelques temps, qu'il y a des choses formidables qui se développent, et un grand bravo aux personnes qui sont derrière le projet Paris Basketball et les fans qui se donnent à chaque fois à l'Adidas Arena toutes les semaines. C'est vraiment chouette. Moi, j'y suis allé, il y a des trucs très cool, on était allé avec Simon, notamment, j'y suis allé avec d'autres personnes. Et la première option, c'est un rachat pur et dur du Paris Basket. Ce sur quoi, à titre personnel,
Je dis pas que j'y crois pas, je dis juste, attention, il faut prendre des pincettes, parfois aussi pour des raisons aussi simples que le nom d'un stade dans lequel tu joues. La NBA est en contrat avec Adidas, le Paris Basket, il joue à l'Adidas Arena. Je dis pas que ce sont des choses qui du coup doivent tout arrêter, mais je dis juste que ça serait assez étonnant et intéressant, je trouve, d'avoir un partenaire global de la NBA qui se nomme Nike et qui dit ouais, bien sûr, le club de la NBA en Europe, il joue à l'Adidas Arena, yes. Ah, moi nous sommes très favorables chez Nike. J'aurais un petit peu du mal à imaginer ça. Maintenant, vous allez peut-être me dire c'est que du détail, t'inquiète, on va enlever les 3 bandes et on va mettre un souche. Je ne pense pas que ça se passe aussi facilement. Mais voilà. Ça, c'est la première des choses. Option 1, rachat du Paris Basket. Mais compliqué. La deuxième, c'est la création pure et dure d'un club de basket du PSG. Started from the bottom, we are here. Salut Drake. Il a passé une belle année 2024-2025. Vu qu'on a le Paris Basketball qui s'installe fortement dans le championnat français et même dans le paysage européen, il y a beaucoup de déclarations super, notamment du Dirlo de l'Euroleague sur le Paris Basketball. C'est compliqué et donc peut-être qu'il y aura une création d'une équipe 100% neuve. 100% neuve. Parce que comme je vous l'ai dit, ils ont créé notamment ce qui s'était passé avec le PSG Handball. Il y a eu le e-sport notamment avec PSG qui a créé sa structure. Et on avait par le passé le PSG, le Paris Racing, pour ceux qui s'en souviennent, où notamment Tony Parker a joué, je crois que Laurent Sierra aussi y a joué, quelques légendes françaises, Paris Basket Racing, qui je crois était affilié PSG par le passé, en tout cas, c'est ce que je crois pouvoir rapporter, en tout cas c'était le club vraiment de la capitale avant qu'il y ait Paris Basketball. D'autres petits éléments évidemment qu'on peut associer à ce rapprochement entre PSG et la NBA, au niveau marketing, je vais pas vous mentir, ça fait des années qu'on voit ces collaborations, désolé, je sais que cette image peut faire mal au cul de certains, mais je suis obligé de le mettre, parce qu'il y a un logo que vous voyez sur le pectoral qui peut être fort sympathique, il s'agit de Jordan Brand, et donc oui, Jordan, Nike, Nike, Jordan, Jordan, PSG. Il y a depuis longtemps des collaborations entre le Paris Saint-Germain et Jordan Brand. Donc ce sont des petits détails, mais ce sont des choses qui peuvent aller aussi dans cette direction. Celle d'avoir avec le PSG quelque chose de concret, puisqu'ils ont ce genre de partenaire, évidemment marketing. Et en plus de ça, vous n'allez jamais me croire, évidemment certains ont vu l'information, si je vous dis qui était côte à côte dans les gradins en janvier dernier lors du match entre le PSG et Manchester City. D'un côté Adam Silver et de l'autre le N. Nasser. Ils étaient ensemble en janvier dernier, donc je pense que ce n'était pas forcément pour parler évidemment de cette folie furieuse que nous offre Monsieur Dembélé depuis le 1er janvier 2025, mais pour notamment parler de ce qu'on pourrait être capable de faire ensemble par la suite. Hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer un petit club, ça pourrait être pas mal. Dans les autres éléments, j'ai vu que certains l'avaient mentionné dans le chat, on a un autre garçon aussi qui est très très proche du Paris Saint-Germain en tant qu'actionnaire un petit peu minoritaire, c'est Monsieur Kevin Durant, qui est proche du PSG. Voilà, il fait partie des garçons comme LeBron peut l'être, mais de manière beaucoup plus importante avec Liverpool, ou l'a été avec Liverpool. Kedi, lui, c'est un gars qui est proche du PSG et qui est notamment investisseur. Donc, vous prenez tout ça et vous prenez en plus de ça cette information récente que vous avez vue, qui est que le PSG, en tant que club de foot, se retrouve dans une réflexion de déménagement. Et donc là, je fais notamment un petit shout-out à nos potos de Views. L'information était partout, mais je voulais juste faire un SO à nos potos de Views France. Que le PSG aurait choisi la ville de Massy dans le 91 pour son futur stade de 90 000 places. Oui, le PSG au Parc des Princes. Je pense que ça va pas durer très très longtemps, parce que le Parc des Princes, il y a quoi? Il y a 40 000 places 50 000 places. 48 000 places à peu près au Parc des Princes, et que si tu as envie de rejoindre les très très gros de la terre entière, bah on commence à avoir des stades de 80 à 100 000 places. C'est qui là que j'ai vu récemment? C'est Manchester qui va avoir un stade de 100 000 places là qui va se construire. Je vous laisse me dire, hein. Je crois qu'il y a un club de foot en Angleterre qui va avoir un stade de 100 000 places. Je crois que c'est Manchester, ouais. Ouais, Man United, 100 000 places. Dans le plus grand calme. Et on a des constructions là vraiment de complexes de fous furieux. Où ça dépasse même le cadre du football lui-même. C'est-à-dire que certains vont créer des villes où tu vas avoir un stade au milieu et des complexes sportifs. Vous me suivez? Il existe aussi un scénario dans lequel le PSG, dans son déménagement, peut avoir aussi des enceintes sportives autour, où tu n'as pas que le futur stade du PSG avec 90 000 places, qui rejoindrait du coup les plus grands clubs d'Europe en termes de taille de stade, mais aussi un stade de basket à côté, indépendant, propre à la future équipe de basket du PSG. Tout ça, en termes de complexe sportif, ce sont des choses qui sont complètement en réflexion et en discussion. Et donc,
on est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'à Paris, vous allez avoir un rachat pur et dur du Paris Basketball pour intégrer la NBA Europe, ou est-ce que le Paris Basketball va dire non, 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 nous on est en train de bien s'installer, on sent qu'il y a un truc très chouette qui se passe en termes d'ADN et de compétitivité, donc on est attaché à l'Euroleague, l'Euroleague et le Paris Basketball, c'est comme ça, donc on ne dira pas oui à la NBA Europe. À voir. Paris Basketball, dirigé notamment par David Kahn. David Kahn, ancien Dirlo des Minnesota Timberwolves. Quel est le garçon qui ne l'a pas drafté il y a 15 ans? Je vous laisse me le dire dans le chat. Il avait 2 picks dans le top 10 de la draft, il lui fallait un meneur de jeu. Il a pris Johnny Flynn et Ricky Rubio, alors qu'il aurait pu prendre... Allez, rapide. Stephen Curry. Voilà, tout à fait. David Kahn, il est connu pour ça. Hein. C'est d'ailleurs à 2 doigts de se demander si c'est pas exilé en France, parce qu'on savait qu'aux États-Unis, Kahn, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Ce qui m'amène au dernier point, parce que ça commence à faire une longue explication, mais au moins vous pouvez tout avoir. Ce qui m'amène au dernier point, qui est donc l'info que vous avez vue en sortie de NBA Paris Games 2025, c'est qu'il devrait y avoir prochainement des matchs de saison régulière à Manchester. Alors, il y a des gens qui ont eu ça, qui ont fait quoi, Manchester? Des matchs de NBA à Manchester, frère, quel est le rapport? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Vous me voyez venir? La NBA pourrait instaurer un modèle qui, s'il marche avec Manchester, se dupliquerait sur le modèle de Paris. Posons les dés. Imaginons que vous avez la NBA qui débarque et qui fait ok, très bien. Manchester United. La marque de football, elle est connue dans le monde entier. Trop fort. On a eu des bêtes d'équipe par le passé, David Beckham, puis Cristiano Ronaldo, etc. Bon, un peu plus compliqué par la suite, mais la marque, elle est connue. Il y a un stade de 100 000 places qui va être construit. Super. Très bien. Donc, investissement de malade. Ah, la NBA pourrait venir à Manchester. Très bien. Donc, on commence à voir s'il peut y avoir une équipe de NBA Europe à Manchester. Si on a une équipe de NBA à Manchester, tu crées un modèle qui peut se dupliquer à d'autres villes. Des villes avec des grosses équipes de football. Comme notamment Paris, avec le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que tu peux avoir notamment le FC Barcelone, qui pourrait se dire, bah formidable, Lamine Yamal à côté, et notre équipe de basket avec la NBA de l'autre. Et le Real qui pourrait dire, bah super, formidable, Vini, Kiki, Jude, et la NBA également sur la porte d'à côté. Donc c'est ce modèle qu'il va falloir surveiller sur les prochains mois, et je demande toute votre attention là-dessus, c'est que si la NBA va à Manchester, c'est pas pour aller construire des briques, parce que c'est une ville quand même au niveau beauté, magnificence, je vous laisserai y aller un jour. Mais c'est vraiment pour savoir si on peut installer des matchs de saison régulière à Manchester, s'allier avec cette marque forte qui est Manchester United, qui est reconnue vraiment dans plein de pays du monde entier, et que si le modèle marche avec ce club, à savoir Manchester United Foot, et en même temps la création d'une équipe de basket avec la NBA qui viendrait rejoindre NBA Europe, et bah si ça fonctionne, il y en a qui vont commencer à dire « Ah !» Ouais, parce qu'on était chaud sur l'Euroleague, mais en fait on vient de voir l'équipe de Manchester là, ouais, il démarre avec quoi? Attends, il y a un mec qui a mis 500 millions de dollars là d'investissement là, pour acheter l'équipe de Manchester de basketball. Oh, j'étais pas prêt. D'accord. Je peux prendre Munich? Est-ce que je peux prendre Athènes? Vous avez Istanbul de dispo? Etc, etc. Et c'est là qu'on pourrait avoir un fight sur un seul marché avec une saturation. Et c'est moi le truc qui me fait le plus peur, c'est que vous avez l'Euroleague qui est implantée, la NBA qui peut arriver, et du coup, si 2 énormes entités comme ça se partagent le même marché, attention, ça pourrait être vénère. Attention. Attention. Et attention aussi aux mauvaises idées. Je vois que certains en parlent dans le chat. Des gens qui sont à Manchester et qui se disent mais qui à Manchester va regarder le basket? Bah, l'idée c'est de ramener les Londoniens là-bas. C'est essayer de faire un truc un petit peu global. Je dis pas que c'est l'idée du siècle. Je dis juste que c'est l'idée que la NBA pourrait développer dans les prochains mois. Du coup c'est quoi la suite? Derniers éléments évidemment. Et après je prendrai quelques questions. La suite c'est quoi? C'est qu'il va falloir la validation du projet avec un vote global des 30 gouverneurs de la NBA. Il va falloir d'abord la majorité, 16 sur 30. Et ensuite, pour aller encore plus loin, 23 sur 30. La deuxième chose hyper importante, c'est voir si la NBA, la FIBA et l'Euroleague peuvent se remettre à table et bien s'entendre. Je vous invite à aller voir chez nos confrères de l'équipe, que j'embrasse très fort, notamment Monsieur Max Aubin, qui fait un formidable travail. Je vous invite à aller voir l'interview qui a été faite du boss de l'Euroleague sur ce qu'il pense notamment de la conférence de presse d'Adam Silver et de notre poteau Zalkis, excusez-moi, le Zalkis, le secrétaire général de la FIBA. Je pense pas qu'il est giga fan. Voilà, je pense qu'il dit un peu les Américains, vous m'emmerdez. Hein. Vraiment, vous êtes un peu relou. Hein.
Est-ce que l'Euroleague, la FIBA et la NBA peuvent se ramener à table et dire les gars, on peut pas être sur le même territoire et se défoncer? Parce que le plus gros risque, c'est qu'on rende confus tous les fans et qu'on soit tous perdants. Et ça, c'est nulos. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir travailler ensemble? C'est la grosse question. Donc l'idéal, c'est d'éviter d'avoir deux compétitions phares en Europe. Est-ce que les talents vont rester en Europe? Ce qui serait un peu l'idée. Moi, je vous invite pareil à voir l'interview de Nicolas Batum qui a parlé cette semaine et qui a dit, et je trouvais que c'était assez pertinent, que les meilleurs joueurs continueront à aller en NBA. Les meilleurs talents du monde continueront à aller en NBA. Tout simplement parce que déjà, il y a l'oseille, l'exposition médiatique, et que tu deviens une légende interplanétaire, notamment grâce à ça. On va pas se mentir. La NBA reste la meilleure ligue de basket au monde. C'est pas contre l'Euroleague que je dis ça, c'est juste factuel. C'est la meilleure ligue de basket au monde. Donc du coup, les talents continueront à se dire, moi je veux être drafté, je veux toucher 30 millions et sortir ma famille de la galère pour des générations futures. Et let's go quoi, on y va. Et ça, je pense que c'est pas demain que ni NBA Europe ni l'Euroleague vont pouvoir l'offrir. Donc ça, ce sera surveillé. Est-ce qu'il y aura des crossovers entre la NBA et l'Europe à venir? Oui, je pense notamment voir s'il y aura certains matchs, peut-être, je sais pas, il y aura des invitations au In-Season Tournament, ça a été mentionné. Est-ce qu'il y aura une super coupe avec le vainqueur de l'Euroleague qui rencontre le vainqueur de la NBA? Peut-être. Ou le vainqueur de la BCL qui rencontre le finaliste NBA, je sais pas. Donc voilà un petit peu, pour tous les éléments. J'espère avoir été, même si j'étais très long, j'espère avoir été clair. L'idée en tout cas, c'est qu'il faut surveiller ce projet. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout un pipe dream, comme je vous l'ai dit en intro, c'est officiel, la FIBA et la NBA vont travailler ensemble sur une future ligue en Europe. Est-ce qu'ils vont bosser à 2 ou est-ce qu'ils vont bosser à 3 avec l'Euroleague? C'est toute la question et je suis un peu sceptique. Est-ce que s'ils bossent pas à 3, ça va être compliqué et donc du coup, on va avoir peut-être le Paris Basketball en Euroleague et le PSG Basketball qui sera à Massy ou ne sais-je, brought to you par la NBA? C'est un scénario qui existe. Est-ce que vous allez avoir des matchs d'Euroleague le week-end entre le Paris Basket et une autre équipe d'Euroleague et en même temps des phases finales de NBA Europe entre le PSG Basketball et l'équipe de NBA Europe de Munich? C'est un scénario qui existe. Et donc pour ça, il faut surveiller. Et j'ai même envie de vous dire, je pense qu'on sera assez bien positionné pour vous donner des infos. Parce que moi, s'il y a bien un truc dont je suis fier, c'est que Trash Talk, aujourd'hui, avec le travail énorme qui est fait par tous les membres, et de la rédac, et de l'équipe, vidéo dédiée, tout, je pourrais citer tout le monde, Alex, Léonce, Nathan, Giovanni, Nico, Ben, Nora, Léa, David, Otnico, Alex, Timéo, Robin, j'ai dû oublier quelqu'un, non c'est bon, Joe, j'ai dit évidemment le roi. On est dans une position où on peut être au centre de ces futures discussions. Ça va venir. Je pense pas que demain on va gérer... Je vous confirme tout de suite qu'on ne gérera pas une franchise de NBA en Europe parce que les 500 millions, je les ai pas. Mais je pense que ce sera... ce sera quelque chose qu'on abordera dans les mois à venir avec vous dès qu'on aura des infos. Parce que je ne crois pas une seule seconde que la NBA va ralentir. Et la conférence de presse de ce week-end vient nous le confirmer. Voilà un petit peu pour ce point spécial NBA en Europe. Je vais prendre quelques questions, si vous en avez évidemment dans le chat. Et ensuite, évidemment, je vais vous laisser parce qu'il faut que je me repose. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se mettre les fans européens à dos? Perso, j'aime regarder mes Lakers en NBA, mais je suis surtout beaucoup plus attaché à notre modèle européen. Et je vais régulièrement au Palau voir des matchs et toute cette histoire me casse déjà les bips. Le plus probable, c'est que les puristes de basket en Europe voient leurs couilles être cassées très très fort. Et ça, je l'entends complètement. C'est normal. Parce que tu as l'impression que c'est l'Américain qui débarque, etc. Donc, je l'entends. Et c'est formidable de pouvoir avoir deux ligues et de se dire, bah, le mardi soir, j'ai la NBA, puis le lendemain, j'ai l'Euroleague, et puis je me la kiffe, et puis j'ai mon club français et tout. C'est trop bien. Ça va pas être imposé. Moi, ce que je crois juste, c'est que... il y a une phrase d'Adam Silver que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que malgré tout le développement qu'il y a en Europe et de l'Euroleague et des choses qui se passent autour du basket en Europe, le souhait d'Adam Silver, en tant que notamment dirigeant d'entreprise mais aussi fan de basket, c'est de faire du basketball le sport numéro 1 dans le monde. Ce qui sera trop compliqué parce que le football restera numéro 1. Mais j'apprécie son enthousiasme et son souhait de vouloir aller évidemment le plus loin possible
Parce que c'est cool d'avoir quelqu'un qui a envie en fait de faire des gros trucs, quoi. Donc est-ce que ça va tester et ça a foiré? Peut-être. Mais je crois que, comme on l'a vu avec Adam Silver, le but c'est de tester. Et si ça se trouve, il va se mettre des fans à dos qui vont dire non, non, mais attends, toi tu me casses les couilles avec tes matchs à 120 balles là, où en fait ça joue en traînant des pieds et les joueurs ils sont nettement moins forts parce qu'ils veulent rejoindre les vraies équipes historiques comme telles équipes européennes qui sont implantées. Mais peut-être aussi, peut-être, qu'il existe un monde où en fait historiquement l'Euroleague restera l'Euroleague et ça reste un truc unique, trop historique, trop implanté, et que la NBA aide notamment à développer l'Euroleague pour que l'Euroleague ne soit pas la position qu'elle a dans les compétitions suivies en Europe. Parce que je ne vais pas vous mentir, là c'est pas de la hate, c'est juste factuel. L'Euroleague, c'est la combienième compétition suivie en Europe? Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent comme des tarés, hein. Vraiment, et moi quand je peux, j'essaie de me farcir des matchs de Euroleague et je me régale au niveau stratégique, au niveau ambiance, au niveau tout. Mais franchement, par rapport à la puissance que représente le basketball, par rapport à la montée des talents européens, par rapport à tout ce qui se passe, on n'arrête pas de parler de Shai, Giannis, bon Shai c'est Canada, mais Giannis, Luka, Jokic, qui roule sur tout, Wemby, on a d'autres talents qui vont débarquer là, on a eu des Jeux Olympiques là, où c'était un truc de zinzin, ça a fait jouer les États-Unis jusqu'au bout du bout, et les Serbes et les Français, l'Espagne cartonne et tout, et l'Euroleague, c'est pas énorme. Ça va certes dans la bonne direction, il y a un vrai développement, là, il y a un truc qui se passe là sur les derniers mois, c'est très vrai. Mais je peux comprendre que certains, comme Adam Silver, se disent bah attends, et si on tentait de faire un truc encore plus gros? Sauf que Adam Silver, il veut pas trop partager le gâteau. Il veut bien le partager avec l'Euroleague, mais si l'Euroleague accepte que le patron ce soit la NBA. Et c'est là que ça peut vite déchanter. Je peux comprendre. Je prends une autre question. Les stades sont bien remplis. Oui, complètement. C'est ça aussi l'idée, c'est que croire que la NBA va débarquer demain et nous remplir des stades de 20 000 places en Europe pour du basket, moi j'ai du mal à y croire. Regardez par exemple, là, c'est ce qui se passe un petit peu, c'est un cas très différent, mais à Dubaï, si je dis pas de bêtises, ils ont la Coca-Cola Arena et il y a une équipe là qui vient d'intégrer. Ils sont pas en Euroleague, hein, je crois, à Dubaï, si je dis pas de bêtises. Ils veulent avoir leur invitation, mais ils y sont pas, ils sont dans la Ligue Adriatique. Il y a même pas 4000 personnes qui regardent les matchs. Il n'y a même pas 4000 personnes qui regardent les matchs dans le stade, hein. Donc croire qu'un produit tout frais là comme ça peut arriver et que ce soit sold out, moi j'y crois pas une seule seconde. Par contre, travailler intelligemment, main dans la main et travailler avec ceux qui sont là depuis longtemps et travailler le terrain, ça moi j'y crois. Ça moi je vous avoue que par exemple, moi ce que j'ai apprécié à titre perso jusqu'ici en 2025 en bossant avec la NBA, parce que comme vous le savez, bah, nous on bosse avec la NBA depuis quand même quelques temps, c'est que ça aurait pu être du bourrin qui débarque et dit c'est comme ça que ça se passe, sauf qu'on a eu l'occasion de discuter avec eux. Et notamment nous par exemple de dire, bah franchement, ouais, je pense que là, il y a un souhait, c'est de faire des soirées où on vit les playoffs en direct. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller créer des trucs à droite à gauche et des machins, faites-le si vous voulez. Mais là je crois que la demande, le battement de cœur des fans en France en tout cas, c'était ça. Et c'était notamment demander à Trash Talk nous ce qu'on en pensait avec moi, avec Alex, avec tout le monde. Et moi je trouve ça plutôt chouette parce que si tu débarques en rouleau compresseur et que tu dis non mais moi je sais, moi t'inquiète, je roule en Chrysler toute l'année et en fait on s'en bat les couilles de marcher tous fait en bagnole, désolé pour le gros stéréotype américain, hein. Mais on va vous montrer comment ça se passe, c'est une grosse erreur. Et je ne pense pas que la NBA débarquera comme ça, en disant notre modèle américain on va la poser à l'Europe. Par contre de se dire nous on peut vous aider à faire en sorte que le business du basket cartonne en Europe, il n'y a personne qui peut s'asseoir à la table de la NBA sur cette discussion-là. Donc c'est ça.